Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Tony Demonte. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CNE, donc la Centrale nationale des employés. Pour faire court, c'est le syndicat des employés au sein du syndicat chrétien. Combien d'affiliés? On peut faire une petite présentation? 165 000 affiliés. Donc un syndicat qui pèse relativement lourd dans le paysage syndical. En tout cas, c'est la plus grosse centrale du syndicat francophone, en Belgique francophone. Le plus gros syndicat côté francophone, donc Wallonie et Bruxelles. 18 000 personnes exclues du chômage. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Non, ce n'est pas une surprise. Je veux dire, il y a toujours eu des bisbrouilles sur les chiffres, mais ce qu'on savait, c'est que ça allait être très conséquent. Ça correspond à un mois de durée, simplement au mois de janvier. Il y en a des milliers d'autres qui vont être exclus. On l'a dit, l'ONEM a contesté, force est de le constater, et j'espère que les femmes et hommes politiques, et notamment le gouvernement, va en tirer leçon et essayer d'agir contre ça. Pour qu'on comprenne bien, ce sont les allocations d'insertion qui sont suspendues. Quand on arrive au bout des 3 ans d'insertion et qu'on n'a pas travaillé assez, on n'a plus le droit à ces allocations et on tombe sur le CPAS. Ça veut dire que mois après mois, il y aura de nouvelles personnes qui vont perdre leur droit au chômage, aux allocations d'insertion. Ah, bien entendu, parce que le temps passe et les gens vont avoir plus de 30 ans et plus de 3 ans de chômage à un moment donné. Je souhaite en profiter pour rappeler que quand on parle d'allocation d'insertion, on pense toujours qu'on a affaire à des jeunes qui n'ont jamais travaillé. C'est tout à fait faux. Sont d'ailleurs concernés des gens qui parfois ont plus de 40 ans et qui ont travaillé toute leur vie. Il s'agit en l'occurrence principalement de femmes, de femmes qui sont travailleuses à temps partiel, qui souhaitent dans la grande majorité des cas augmenter leurs horaires, ce qui leur est refusé parce que le temps partiel sert surtout d'élément de flexibilité du contrat de travail, et qui donc ont travaillé tout le temps et on les exclut du droit au chômage. C'est particulièrement injuste et discriminatoire et ça construit des travailleuses pauvres. Oui, donc ça c'est le phénomène qu'on n'a pas cotisé assez pour avoir le droit à l'allocation de chômage. Pour les personnes concernées, c'est quoi? Ça manque à gagner de plusieurs centaines d'euros? Ah, bien entendu, ça dépend évidemment de situation de famille. On tombe sur le CPS, On tombe sur le CPS. Donc, il y a deux conséquences. Première chose, se rappeler qu'il s'agit de gens dont c'est le seul revenu. Parce qu'aujourd'hui, avec les règles très strictes du complément chômage pour les travailleurs à temps partiel, par exemple, ou pour les autres, on a droit à des indemnités que si on est isolé ou chef de famille. Donc, pour les travailleuses à temps partiel, évidemment, c'est une perte absolument énorme. Pour les autres, il y a une partie des jeunes, pour ceux qui chôment complètement, il y a une partie des gens qui, eux, ont droit à une indemnité, à une aide du CPAS. Et donc, c'est une forme larvée de régionalisation, d'ailleurs, faut-il le dire, de l'allocation de chômage. Le dossier est aussi communautaire. Et pour d'autres, c'est la disparition dans l'économie souterraine, Dieu sait où. Et en cette matière-là, on en parlera peut-être dans d'autres mesures chômage. Pour les jeunes, de plus en plus, ces politiques-là sonnent comme des invitations à suivre des stages en Syrie ou ailleurs. Avec vous, le Syrie, vous l'écrivez comment? Avec un Y. Est-ce que vous en voulez au Parti socialiste, au CDNV, au CDH d'avoir voté cette mesure? Parce qu'on rappelle quand même que c'est une mesure du gouvernement Di Rupo et pas du gouvernement Michel. Tout à fait, je leur en veux et ils y ont perdu une partie de leur âme. C'est une évidence. Et moi, je dis toujours d'ailleurs que ce n'est pas le premier, mais le deuxième gouvernement de Wever, parce que le poids de la NVA dans l'accord de gouvernement du gouvernement Di Rupo a été absolument important. D'ailleurs, il était assez curieux de constater que l'OpenVLD, qui était un petit parti, est celui qui a engrangé le plus de ses revendications dans l'accord du gouvernement précédent. Le parti de Bernard Wever n'était pas dans le gouvernement Di Rupo. Non, du tout. Mais donc, la droite... Vous êtes en train de nous dire qu'il a pesé de l'extérieur. Il a complètement pesé de l'extérieur. L'OpenVLD était dans un fauteuil parce que sans l'OpenVLD, il n'y avait pas de gouvernement alternatif à celui de la NVA. Et à un moment donné, je pense que les francophones ont canné. Le PS a notamment canné sur ces mesures de dégressivité d'allocation de chômage, sur ces mesures d'allocation d'insertion, etc. Et nous pensons effectivement qu'ils n'auraient pas dû, ils auraient dû y renoncer. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de revenir en arrière? Est-ce que vous pouvez faire suffisamment pression sur la coalition actuelle pour détricoter ce qui a été conclu sous la législature précédente? Mais revenir en arrière, évidemment, il y a toujours moyen, parce que ce sont des constructions humaines, donc ce qui a été fait peut être défait. En tout cas, vous y croyez, honnêtement? Écoutez, moi j'y croirai toujours. Il y a longtemps que je crois, sinon je ne serais pas militant syndical. Et donc, en tout cas, nous sommes maintenant, on en reparlera peut-être un peu aussi, dans un programme d'action
qui fait que nous ne sommes pas prêts à abandonner et ce sont des éléments du plan d'action, de nos revendications qui sont pour nous primordiaux. On ne va pas les lâcher comme ça. Alors, il y a un important gouvernement demain, vendredi, Conseil des ministres, avec plusieurs dossiers en discussion sur la table. Le dossier des prépensions, le dossier des allocations de chômage, le saut d'index. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez être globalement entendu, qu'il y a moyen encore d'adoucir des mesures qui ont été annoncées au moment de l'accord de gouvernement, ou est-ce que c'est le baroud d'honneur des syndicats ? Donc, en tout cas, demain déjà, il faut rappeler qu'ils vont décider de la question de la disponibilité des prépensionnés, qui est un dossier extrêmement important. Alors, on explique, prépension, 65 ans. Dans l'accord de gouvernement, on prévoit que les prépensionnés doivent rester disponibles sur le marché du travail, ils doivent rester en recherche. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, évidemment. Mais ça a quelque chose de tout à fait indécent à plusieurs titres. Mais déjà, vous savez, dans une restructuration, quand des gens acceptent la prépension, c'est d'abord qu'ils acceptent d'abord une grosse perte de revenus. Et donc, ils le font souvent dans la douleur parce que ça permet de laisser des collègues plus jeunes qu'eux à l'emploi. Si on leur dit le lendemain, et songez à ceux qui sont en prépension en plus depuis plus d'1 an ou 2 ans, si on leur dit maintenant qu'en échange de cette solidarité-là, on va leur demander de chercher un nouveau travail moins bien payé, moins confortable et plus flexible, ça a quelque chose de tout à fait indécent. Ouais. Mais donc il y a eu un accord au sein du groupe des 10, d'entre partenaires sociaux pour réformer le système, qui dirait, si je suis bien informé, que cet accord, ça ne va pas s'appliquer de manière rétroactive, c'est-à-dire ceux qui sont déjà à la prépension ne vont pas être concernés, et pour les futurs prépensionnés, on ne demandera pas une recherche active, on demandera juste d'être disponible, on ne demandera pas de prouver qu'on a été voir des employeurs, qu'on a envoyé des courriers. Ça vous satisfait cet accord ? C'est cela. Ça résout en tout cas en bonne partie. On sauve l'essentiel, c'est clair, on sauve tout à fait l'essentiel. Ouais. Et dire juste que c'est un accord qui a été trouvé avec les patrons, avec la FEB, donc on a tenu compte de la situation économique, de la compétitivité. Ça veut dire que le gouvernement doit l'appliquer de manière intégrale sans changer une virgule ? Mais évidemment, c'est un accord indivisible qui n'est pas divisible. Et s'il le refuse... Le gouvernement dit l'inverse. Le gouvernement dit on est dans une matière tripartite. Le Conseil des ministres a son mot à dire. Eh bien, mais ils ont à dire surtout. En tout cas, la FEB apporte la garantie de la prise en compte de la compétitivité des entreprises. S'il le refuse, c'est pour des motifs uniquement idéologiques. Et ça veut dire quoi, s'il le refuse ? Ça veut dire que s'il le refuse, c'est, après le passage en force sur l'index, c'est en tout cas encore un motif supplémentaire, s'il n'était pas suffisant, que pour, évidemment, se remettre en ordre de marche et avec des actions dures, bien entendu. Alors le 7K, quel syndicat socialiste côté employés et cadres, votre concurrent direct, annonce déjà que sur les prépensions, s'il n'y a pas accord gouvernement demain, ils feront probablement des actions début de semaine prochaine. Vous allez les rejoindre ou c'est le syndicat socialiste qui agit tout seul ? Et donc ce sont nos premiers partenaires, pas notre concurrent direct. Et il est évident que... Il y a des élections sociales, vous êtes parfois en concurrence. Oui, si on veut, d'accord, mais bon, comme les hommes politiques à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est que demain déjà, nous menons une action en front commun employé avec le 7KBBTK, avec la LBC, justement à 10h30, près du Cairn, pour lutter contre... les ministres réuniront. C'est ça, pour leur dire, cet accord, vous l'appliquez intégralement. Tout ça sur fond de dossier Deleuze, où ils attendent. Ça aussi, le concret des choses. Il y a 1500 personnes chez Deleuze qui ont plus de 55 ans. La direction, elle est claire. Elle s'en fiche un peu. Elle dit, moi, je veux supprimer mes emplois. Si on peut les prépensionner, je financerai le truc, et tant mieux pour tout le monde. Si pas, on choisira d'autres critères, peut-être les CDD, peut-être les derniers arrivés, etc. Donc, à la place de ces anciens-là, on licenciera des jeunes. Donc, c'est ça qu'on va aller leur dire. Ces mesures-là sont prises à l'encontre des jeunes. Ouais. Est-ce qu'il y aura d'autres actions de mobilisation à part l'action que vous annoncez demain? On sait qu'il y a une concentration syndicale le 11 mars. Il y aura d'autres choses? Il y a d'autres choses. Il va y avoir une action dans le courant de mars aussi, une grosse action des services publics, parce que vous savez que les services publics, au-delà des aspects financiers, sont directement impactés, y compris dans l'emploi, parce qu'on n'en remplacerait qu'un sur 5. Début avril, il y aura sans doute, on n'a pas encore le détail, mais il y aura des actions régionales en front commun avec un CSC, FGTB et CGSLB. Ça, c'est décidé. Il y aura des actions communes courant avril. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a des contacts qui sont pris à un accord là-dessus. Le détail est encore à connaître, je ne le connais pas. Oui. Et à la suite de ça, donc là, je ne peux parler que pour la CSC, mais c'est une décision du Bureau national de la CSC. Pour mai, alors, si vraiment il n'y a eu aucune avancée dans nos dossiers les plus importants, comme le saut d'index, comme une fiscalité plus juste, etc., il est clair que tous des modes d'action vont être mis sur la table, y compris la possibilité d'une grève générale. Ça veut dire qu'on peut encore aller vers des actions de grève ou des manifestations nationales dans le courant du mois de mai?
Bien entendu, parce que pour l'instant, on a été entendu sur des petites choses, des choses importantes pour ceux qui la vivent. Par exemple, la question des disponibilités pour les prépensionnés, c'est hyper important pour ceux qui le vivent, mais c'est tout à fait insuffisant. Il y a encore toute une série de mesures qui ne sont pas rencontrées. Pourquoi est-ce que vous vous contentez d'une concentration syndicale le 11 mars, dont on se doute bien qu'elle ne fait pas énormément peur, ni aux entreprises, ni au gouvernement ? Pourquoi est-ce que vous n'en embrayez pas directement sur des grèves tournantes, comme vous l'avez fait il y a quelques mois, ou une grève nationale? Mais pour le moment, d'une part, nous mesurons un petit peu la qualité de la concertation sociale. On va encore la mesurer ici. Et s'il y a moyen de faire évoluer les choses dans la discussion, eh bien, faisons-les évoluer, c'est clair. Ici, cette concentration-là, elle vise à garder le lait au chaud. Vous savez, un jour de grève générale, c'est quelque chose de grave, c'est une décision qu'on ne prend pas à la légère, donc on veut donner toutes les chances à la discussion. Et donc, c'est comme ça. Donc, nous commençons par des concentrations, avec des actions moins dures, et on va tout à fait crescendo dans ce domaine-là. Chris Peeters, qui est donc le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, qui est un petit peu donc votre interlocuteur numéro 1. C'est un bon ministre, il vous écoute, il écoute les syndicats? En tout cas, moi, il ne m'écoute pas personnellement. Je ne sais pas qui l'écoute. Mais en tout cas, si on m'avait dit il y a 2 ans que le CDNV allait devenir la gauche du gouvernement, je vous aurais ri au nez. Aujourd'hui, on en est là. Donc, ça donne la pleine mesure, en tout cas, du type de gouvernement. Lui annonce, parfois à titre personnel, que sur les allocations de chômage, il faut revenir en arrière et pas suspendre les allocations de chômage pour ceux qui aident une personne malade dans leur entourage. Lui annonce que que suspendre l'index des loyers, l'indexation des loyers, il serait favorable. C'est plutôt, ça va dans le sens des syndicats, non ? Mais donc, ça va dans le sens des syndicats. En tout cas, ça corrige un petit peu toutes les mesures négatives qu'ils ont pu prendre. Et donc, heureusement qu'il y a encore cette petite dimension sociale au sein de ce gouvernement. Heureusement, il y a Chris Peeters. Oui. C'est-à-dire que pour le moment, comme relais, je ne sais pas si c'est le relais de qui, mais je peux vous dire que pour le moment, s'il n'y avait pas le CDNV, je pense qu'effectivement, on ne proposerait que des mesures de droite dure. Maintenant, je pense qu'il sert aussi parfois un peu d'alibi, parce que s'il n'y avait pas ça, je pense que socialement, le pays serait à feu et à sang. Donc, toute proportion gardée. Indexation des loyers, on y revient. Est-ce que si le gouvernement fédéral ne bouge pas, les régions doivent bouger ? Alors, moi, je pense personnellement que oui. Je trouve d'ailleurs que, pour être cohérent, les gouvernements régionaux devraient appliquer l'index sur les salaires, en tout cas des fonctionnaires ou des enseignants. Je pense qu'ils devraient le faire pour montrer leur rupture. Les fonctionnaires régionaux. Ils pourraient le faire, ils pourraient prendre la décision. Alors dès lors qu'on est contre au niveau... Ça coûte cher, hein ? Ça coûte cher. Pour les caisses des régions et de la communauté française. Ça coûte cher, et c'est pour ça d'ailleurs que ce pourquoi nous en voulons le plus aux gouvernements régionaux, c'est de ne pas avoir utilisé les outils fiscaux, les nouveaux outils fiscaux qui sont à leur disposition dans le cadre de la 6e réforme. Et effectivement, il faut aller chercher des moyens nouveaux, et il y a des types de revenus, on l'a déjà dit 100 000 fois, qui ne sont pas mis à contribution aujourd'hui, qui pourraient être mis à contribution, et certains même au niveau régional. Ça veut dire des taxes régionales pour augmenter le salaire des fonctionnaires régionaux. C'est ça le modèle que vous proposez? C'est un peu court, ça. Je dirais en tout cas, c'est lever les impôts qu'il faut pour imposer le modèle de société que nous voulons, en Wallonie et à Bruxelles. Oui. Ouais, en Wallonie et à Bruxelles, pas forcément en Flandre, c'est ça le problème. C'est un peu ça le problème. Et donc, moi je dis, prenons garde, parce que moi je pense que nous sommes encore une grande majorité de Belges à vouloir garder ce pays entier. Mais à force de prendre des décisions qui correspondent à la volonté unique de l'électorat de Flandre tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, peut-être que dans quelques années, nous constaterons, hélas, et c'est une crainte pour moi, en tout cas personnellement, nous constaterons, hélas, que nous n'avons plus rien à faire ensemble, et alors la NVA aura gagné sa bataille. Merci Tony de Monte d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Stéphanie Meyer que vous retrouverez dans ce fauteuil. Bonne soirée.